Bonsoir et bienvenue dans Mélodie Nocturne, votre émission classique et jazz. Et ce soir, c'est jazz avec une famille très particulière d'artistes que nous accueillons ce soir. La famille des leaders, ceux qui sont capables de réunir autour de leurs projets et de leur conception de la musique toute une bande de fines fleurs musiciens. Et eux réussissent depuis des années à réunir autour d'eux, autour de leur musique, de leur création, tout ce que le monde du jazz compte de meilleur en France. Leïla Olivesi, bonsoir. Fred Palem, bonsoir. Bonsoir. Fred Palem avec un disque qui s'appelle X. Alors j'ai cru que c'était un disque érotique au début et pas du tout. Pas du tout, c'est le 10e, le chiffre romain. C'est le 10e et votre groupe s'appelle... Le sacre du tympan. Une petite explication. Le sacre du tympan. Oui, c'est un jeu de mots. Au départ, ça devait être le sacre du tympan par Pierre Boulquier, c'est son orchestre intercontemplairien. C'était un peu long, on a coupé. Leïla Olivesi, plus simplement, votre magnifique album est avec un octet. C'est un ensemble très rare. Vous nous expliquerez pourquoi avoir choisi un groupe, mais j'ai tout de suite une petite question à vous poser. Oui. Comment on fait pour appeler les copains et les copines et les convaincre de jouer votre musique ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie de monter cet orchestre avec des musiciens que je connaissais déjà. Et il y en avait certains qui m'avaient dit, Leïla, Baptiste Herbin par exemple, il m'avait dit, Leïla, si un jour tu montes ton big band, tu m'appelles. Et donc, voilà, obligé. J'ai fait un tirage au sort dans les loges tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de me croire. Par qui on va commencer ? Évidemment, Leïla, on va commencer par votre musique. On va commencer avec un morceau très émouvant de votre album. Ça s'appelle Missing. On va en parler juste après l'avoir écouté. Ce morceau absolument bouleversant, Missing, c'est un morceau qui a été écrit et pensé en hommage à un grand défenseur du jazz, qui est évidemment Claude Carrière, musicien, producteur, France Musique. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur Claude Carrière. Mais il avait une chose très belle qu'il disait à votre sujet. Il disait, Leïla Olivesi, c'est une architecte de son monde imaginaire. Comment est-ce que vous entendez cette expression, architecte de son monde imaginaire ? Oui, c'est un petit peu comme ça que je ressens la musique quand je la construis, quand je la compose. C'est qu'en fait, on a tout un tas de possibilités et l'idée, c'est d'agencer un certain nombre de possibilités de façon à créer une harmonie. Et en fait, mon imagination m'oriente plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche, mais c'est vrai qu'il faut que tout se tienne. Et en fait, quand on a un grand orchestre comme ça, il faut que les mélodies s'enchevêtrent dans les harmonies, les timbres des instruments. Et donc, c'est une construction un petit peu architecturale. Vous vous reconnaissez dans la méthodologie de travail ? Ah oui, c'est un peu ça, bien sûr. C'est un peu comme de l'architecture, c'est un peu comme dessiner une maison. Hein. Mais ça arrive sur le papier, on écrit quelque chose, et puis quand on fait sonner l'orchestre après avoir réuni les copains, ah, c'est pas ça, ou c'est mieux que ce qu'on avait prévu. Mais non, mais c'est ça qui est génial. Je crois que c'était Mahler qui disait ça, qui disait que ce qu'il aime dans la musique, c'est quand, au moment où on joue la partition, il y a des choses qu'il n'avait pas prévues. Et moi, c'est ça que j'adore. Alors, vous savez que dans cette émission, c'est une tradition, les petites questions surprises de gens qui vous connaissent bien. Alors que ce soir, on a un invité très particulier. Et évidemment, c'est Alex Duthil. Alex Duthil, qui est un peu le monsieur jazz de France Musique, c'est Open Jazz tous les jours à la radio. Ce qui est merveilleux dans Open Jazz de France Musique, c'est que cette émission de jazz a réussi à avoir une audience formidable, la meilleure de la grille. C'est tous les jours, il parle de la grande actualité du disque et des musiques, mais aussi des livres. Et il vous pose une question à vous, Leïla, et visiblement, il vous connaît parfaitement. Fred Palem, bonsoir. Je n'en reviens pas. Un peu plus de 20 ans que le sacre du tympan existe. D'abord, génial. Ce nom d'orchestre est absolument génial. X qui vient de sortir, c'est pas du tout une bande de son de film X, c'est juste la leçon d'un renouvellement permanent. Et du coup, j'ai envie de te demander, c'est quoi le secret pour faire durer un orchestre pendant un peu plus de 20 ans ?
Bah, le secret, c'est, comme dirait Johnny Hallyday, c'est l'envie. L'envie d'avoir envie, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, malgré toutes les difficultés que ça peut comporter, d'avoir un grand orchestre. Moi, j'ai envie. J'ai envie d'écrire de la musique, j'ai envie d'écrire pour ces musiciens-là. J'ai envie d'avoir cette grande formule-là, avec beaucoup de musiciens sur scène. C'est ce que j'ai envie de défendre. Parce que Michel Portal, un jour, m'avait raconté cette anecdote que lui, jeune, avait été voir Duke Ellington. Et il lui avait demandé comment on fait pour garder le même orchestre pendant 40 ans. Et Duke Ellington lui avait répondu « a lot of love ». Il faut beaucoup d'amour. Vous êtes d'accord avec cette définition pour garder les gens? Oui, complètement. Et en plus, c'est pas seulement un amour qu'il y a entre les musiciens du groupe, parce qu'effectivement, on s'aime quand on joue ensemble la plupart du temps, enfin, il vaut mieux. Mais c'est aussi avec le public. Et en fait, le fait de jouer sur scène et de partager et de sentir l'amour du public en retour, c'est aussi ça qui nourrit notre envie. Alors, je voudrais, puisqu'on parlait de Duke Ellington et de Michel Portal, je voudrais vous faire réagir sur une archive incroyable que j'ai trouvée. C'est une émission de 1973, soit 6 mois avant sa mort. On pose cette question à Duke Ellington. Qu'est-ce que c'est que l'improvisation? Je vous propose d'écouter ce document incroyable. This conversation. Well, improvisation is a thing that I think has its limitations because I think it's misunderstood greatly. Because anybody who supposedly is improvising anything that's worth listening to anticipates what they're going to play before they play it. Whether it's a bar ahead or one beat ahead, you just don't pick up on it. It has to be. It's like murder. It has to be with intent. Alors l'improvisation, c'est un meurtre prémédité, c'est ça? J'aimerais pas tuer beaucoup de gens, mais on peut tuer certaines choses, probablement. En tout cas, il y a une intensité, effectivement, qui peut peut-être se rapprocher celle du meurtre. J'ai jamais fait l'expérience. Il parle aussi de l'anticipation, Fred Palem, l'anticipation, parce que dans votre orchestre, l'un et l'autre, il y a de l'improvisation. Oui. Il n'y a pas que des scores parfaitement écrits. Non, il y a de l'improvisation, et l'improvisation, pour moi, c'est la prise de risque. C'est la prise de risque. Alors des fois, quand on prend des risques, on prend le risque de se rater, mais on prend le risque aussi de faire un truc incroyable. L'improvisation, c'est une conversation au sein de l'orchestre? Oui, et surtout dans la musique qu'on joue. En fait, il y a énormément d'interactions entre les membres du groupe. Et par exemple, avec la rythmique avec laquelle je joue, on joue ensemble depuis 15 ans. En fait, on se connaît très très bien et on peut aller se chercher, se provoquer, se titiller. Et c'est comme ça aussi avec les solistes. Et il y a cette création collective. Eh bien, je vous propose une petite question qui s'adresse à vous de quelqu'un qui vous connaît très bien. C'est Barbara Carlotti, la chanteuse. Salut Fred, c'est Barbara Carlotti. On se connaît bien. Tu sais que j'ai adoré ton dernier album X, où je trouve que les compositions sont assez fabuleuses et les orchestrations extrêmement impressionnantes. Et en tout cas, font preuve d'une exubérance et d'une vivacité musicale que j'adore. Je voulais te poser une question. Quand tu t'es mis à écrire cet album, quel a été ton premier geste? Est-ce que tu avais des mélodies et des orchestrations déjà en tête? Comment, en fait, qu'est-ce qui préside à l'écriture d'un album comme celui-là? Qu'est-ce qui est au départ? Est-ce que tu as déjà écrit intérieurement ou est-ce que ça vient en faisant? Est-ce que tu as des références précises sur lesquelles tu t'appuies? Comment ça se passe quand tu te mets à écrire les premières notes d'un album? Tout de suite, le niveau des questions a augmenté de 2 étages, alors je vous demande de répondre. C'est très simple, je vais casser l'ambiance. En fait, quand je décide d'écrire un album, je me dis, ça y est, je vais écrire. Et tous les jours, je m'y mets, sans attendre l'inspiration. Tous les jours, je fais 1 heure, 2, 3 heures de piano, puis j'écris. Je note des idées. Ça peut être avec une guitare, ça peut être avec un dictaphone quand je me balade. Comme disait Picasso, il vaut mieux que l'inspiration vienne quand vous êtes en train de travailler, c'est ça? Mais l'inspiration, des fois, ça arrive. Des fois, il y a un truc, oh putain, je suis inspiré, j'ai écrit un morceau comme ça, d'une traite. Mais si j'attends ça, je vais mettre longtemps. Vous aussi, l'inspiration, c'est quelque chose de particulier quand on écrit pour un grand orchestre? Oui, alors moi, je me plonge en fait dans une idée et chaque idée est différente d'un morceau à l'autre. Parfois, effectivement, ça peut être une mélodie, parfois c'est une harmonie. Et en fait, j'ai besoin de m'immerger, de jouer et de laisser les sons m'envelopper et voir où ils m'emmènent, en fait. Alors, Fred Palem, le sacre du tympan, on en parlait.
créé en avril 98, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. C'est donc X, le 10e album et pas l'album érotique avec... Non. On a l'impression que c'est la meilleure BO de l'année, sauf qu'il n'y a pas de film. Pourquoi votre musique est aussi cinématographique? Eh bien, parce que je crois que mon premier amour, c'est le cinéma et non pas la musique. Et j'étais passionné de cinéma quand j'étais enfant. Je me souviens, dès que je pouvais regarder un film en entier, je sautais dessus. Dès que j'ai pu regarder les films où il y avait le carré blanc, je regardais ça. Ça, tout le monde. Non, mais c'était incroyable. Par exemple, Le Vieux Fusil, c'était un film noir et blanc, enfin carré blanc. Et dès que j'ai pu le regarder, bon voilà, c'était un truc fabuleux pour moi. Et j'étais passionné par les réalisateurs, l'année où était fait le film et tout, la distribution. Je découpais les encarts de films dans les magazines de télévision que je collais dans un cahier. Eh bien, figurez-vous que ça s'entend. Ah bah voilà. Je vous propose d'écouter Bitches in Marbella, un extrait du Sacre du Tympan. C'est le pied de pouvoir avoir une rythmique et des violons et des guitares et très 70s, très funky, c'est le pied de pouvoir jouer de toute cette palette. Ah, évidemment, c'est le pied. C'est une palette en ce moment que j'utilise beaucoup. Les cordes, les cuivres, la rythmique. Et voilà. Vous aimez les cordes? Utiliser les cordes dans vos orchestrations? Oui, alors dans mon premier groupe, à l'origine, j'avais une jeune femme qui jouait du violon alto. Ouais. Qui s'appelle Fanny Rome. Et puis c'est vrai que c'était compliqué de sonoriser le violon à côté de la trompette et du saxophone, donc ça s'est développé autrement. Mais récemment, j'ai eu pas mal de projets de création avec des grands ensembles, et notamment orchestre symphonique. Et là, quand j'écris pour un orchestre symphonique, je peux vraiment me faire plaisir comme un peintre avec qui avait une grande palette. Un tas de violons, des violoncelles. Je crois qu'on va revenir sur votre disque, donc Astral. Et je crois qu'il y a quelqu'un, encore Alex Dutil, je rappelle, la meilleure audience de la grille de France Musique, comme quoi quand on donne au jazz un bon horaire, il fait de l'audience. Et oui, comme sur France Info. Et je vous demande de répondre à la question que Alex Dutil vous pose. Open Jazz, France Musique, tous les jours. Leila Olivesi, bonsoir. Astral, ça me fait penser à deux choses. Et du coup, j'aimerais avoir l'explication. Ça me fait penser à la suite sur les signes du zodiaque de Mary-Lou Williams. Mais les couleurs que j'entends dans Astral, c'est l'héritage de Duke Ellington que j'entends, la sensualité d'Ellington. Alors, c'est quoi l'influence principale pour toi, Leila, dans ce Astral ? Alors, les influences principales, je ne peux pas nier que Duke Ellington m'ait énormément influencé, d'autant plus que je travaille... Fait une maîtrise sur Duke Ellington. Voilà, je fais de la recherche au niveau musicologique sur cette musique et sur l'histoire de son orchestre. Et j'adore effectivement toutes ces textures veloutées que j'ai cherché à reproduire, notamment dans le morceau Missing Cissy qu'on a entendu tout à l'heure. Au début, oui. Voilà. Et Mary-Lou Williams, j'ai appris à la découvrir... plus récemment, et effectivement, dans cet album, Astral, je lui ai dédié un morceau qui s'appelle Marilou. Et on a aussi repris une composition à elle qui s'appelle Scorpio, et qu'elle avait composée dans sa Zodiac Suite. Alors, je vous ai posé une petite question méchante quand on s'est trouvé tout à l'heure dans les loges. Je vous ai demandé est-ce que vous pourriez choisir entre Duke Ellington, Count Basie et par exemple Steely Dan. Et vous avez été incapable de choisir et vous m'avez répondu Thelonious Monk. Et vous, je vous ai vu avec une tête très très embêtée, vous avez fait Amsterdam. Moi, je fais Amsterdam, je suis tombé sur Steely Dan par hasard, mais j'aurais pu tomber sur Count Basie ou Duke Ellington. Je vous propose d'écouter une autre question d'un de vos proches, de quelqu'un qui vous connaît très bien. C'est la merveilleuse saxophoniste Géraldine Laurent.
Bonjour Leïla, j'espère que tout va bien. Je profite de ce message pour te souhaiter une très belle année 2023 et pour te remercier encore une fois de m'avoir invité à jouer sur ton très beau disque Astral. Comment t'est donc venue l'idée d'écrire pour ce type de formation plutôt originale? Alors en fait, cette formation-là, l'octet, est née d'une aventure qui était encore plus large. J'avais créé la suite Andaman pour orchestre symphonique plus big band plus chœur, donc on était à peu près 80 sur scène lors de la création. Et quand j'ai voulu enregistrer cette musique, parce que j'avais envie de poursuivre cette aventure, j'ai réduit, on va dire, la voilure, mais par contre j'ai réécrit le projet dans un sens où c'est vraiment entre le big band et la musique de petite formation, et où vraiment les solistes peuvent aussi être mis en valeur. Et donc j'essaye d'écrire des petits concertos pour chacun de mes musiciens. Il y a un orchestre dans lequel vous auriez, un orchestre, des orchestres historiques dans lequel vous auriez aimé jouer? Eh bien, j'aurais bien aimé jouer avec Wayne Shorter. Et vous, Fred? Oh là là, c'est tellement long, je ne sais pas. Herbie Hancock, voilà, par exemple. Par exemple. Je vous propose, puisqu'on parle des grands ensembles, de votre talent incroyable à marier les sonorités, je vous propose de finir par un extrait musical d'un solo. Un solo qui était à TSF Jazz, où vous avez joué Prelude to a Kiss, c'est un morceau de... Duke Ellington. Prelude to a Kiss, Leïla Olivesi, seule au piano, avec nous qui l'écoutons. Jouer solo, ça change tout. Le goût de jouer solo quand on a fait des grands ensembles, ça change? Ouais, c'est complètement différent. Quand je joue en solo, je rentre dans la précision vraiment microscopique de l'instrument et tous les détails du son. Vous aimez jouer solo, Fred? Oh là là, ça ne m'arrive quasiment jamais. Quand je joue solo, généralement, j'ai une guitare, je chante des chansons country music. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui l'ignoraient, mais comment l'ignorer, puisque tout le monde ne parle que de ça, ce grand rendez-vous qui est avec notre partenaire Jazz Magazine, qui est le 1er février au Bal Blomet à Paris, dans le 15e, où vous serez sur scène pour nous donner un merveilleux concert. Et vous nous avez offert un live pour finir cette émission. Fred, vous étiez avec Christine Rock, la clarinettiste, qui joue dans le sac de tympan. Et nous n'avons pas encore de piano, donc c'est vous qui avez le mot, j'allais dire le mot, les notes de la fin. Merci et à vendredi prochain.